Bon, alors avant de commencer ce live de la paix, de l'amour, des câlins, je tiens à préciser que tuer des gens, c'est mal, voilà. Qu'être méchant, c'est pas gentil. Je l'ai marqué sur l'écran, comme ça, vous... Voilà. Faire des trucs pas gentils aux gens, c'est une façon d'être méchant aussi, donc il faut pas le faire. Soyez gentil avec votre maman, avec votre voisine. Moi, les gens méchants, j'aime pas, je préfère les gens gentils. Ouais, voilà, je crois qu'on est couvert légalement. On va pouvoir... Ouais, on est légalement très cher. On va pouvoir commencer. Bonsoir Zanox, bonsoir et bonsoir. Ce qui nous emmène ce soir, vous le savez, j'ai rencontré certains d'entre vous la semaine dernière, donc oui, ça dénonce ce soir, c'est ça. À l'exposition qui fait un carton à Paris, comme elle l'a fait avant à Milan, à Rome, à Londres, et comme elle le fera certainement à Berlin et aux États-Unis. Je ne connais pas la ville, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, vous êtes nombreux à l'avoir visité. J'ai eu des retours absolument dithyrambiques de ceux d'entre vous qui sont allés visiter cette exposition, parce que pour l'avoir explorée, eh bien, c'est la chose la plus complète que j'ai pu voir sur le sujet. Faite par des gens compétents, organisée par des gens compétents, exposée avec le concours de gens compétents, tout ça dans une scénographie assez exceptionnelle, tout le monde l'aura remarqué. Nonobstant, cependant, il y a quelques pisse-vinaigres, quelques curés, quelques séminaristes des internets, dont certains sévissent sur la même plateforme que moi, c'est-à-dire YouTube, voilà, je ne me rappelle plus de son nom, et d'autres, sur beaucoup de TikTok, y ont trouvé quelque chose à redire, alors pas au niveau de la forme, qui est impeccable, il serait compliqué de dénoncer la forme, même si certains s'y sont risqués, mais plutôt sur le fond, en déplorant l'absence quasi totale, mais pas tout à fait, mais il aurait mieux fallu ne pas en faire, de pièces hommages, victimes, tout ça, et mais aussi à la présence de certaines entités démoniaques qui, d'après le comité d'éthique, d'ailleurs mon chat en a, faut que j'ai acheté un tire-tic cet après-midi, je le reçois jeudi par Amazon Prime. Ce soir, nous allons donc recevoir le mal. Nous allons recevoir celui par qui... Absolu, bien sûr. Je suis toujours pour... Tout est absolu avec moi, la monarchie, tout ça. Faut que ça soit absolu, sinon c'est pas drôle. Et celui par qui le scandale arrive, et je lui laisse l'antenne pour qu'il puisse répondre aux accusations qui ont été proférées contre lui, parce que c'est bien beau de dénoncer quelque chose, et chacun a le droit de s'exprimer. Tant que je suis pas élu, tout le monde peut parler librement. Par contre... c'est bien quand on dénonce quelque chose de le faire en énonçant des faits véridiques et puis en ayant une certaine assise. Donc on va parler de ça ce soir. Si vous voulez poser des questions, là vous pouvez y aller. Bonsoir TypeLex, et tu arrives pile poil. Nico, je te passe la parole. Je te passe le micro et écoute, on va rebondir. On va essayer de dérouler tout ça jusqu'à 22h et prendre quelques questions. Voilà. Alors tout d'abord, je vais parler un petit peu d'Expo en elle-même, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup. Donc c'est une expo qui existe depuis 2 ans, qui est itinérante, donc c'est une première au monde, c'est la première fois qu'il y a une expo de ce type itinérante. Elle est organisée par un promoteur italien qui a l'habitude d'organiser des expos sur l'égyptologie, sur la paléontologie, sur... plein de sujets différents. Il le fait depuis de très nombreuses années avec des budgets de plus en plus gros. Et il y a à peu près 6 ans, il a essayé de faire un truc sur l'univers des tueurs en série. Mais à l'époque, il manquait des pièces originales. Il avait certaines pièces originales d'un de ses collaborateurs qui est un criminologue, pas loin de Milan. Il y avait à peu près 200 pièces originales, des dessins, surtout des pièces de dossiers criminels, etc. Alors, en Italie, c'est beaucoup plus facile de se procurer, par exemple, des scènes des photos de scènes de crime ou des choses qui sont faites par la police, des minutes de procès, etc., parce que voilà, c'est
C'est beaucoup moins encadré, on va dire, et une partie de ces pièces provenaient aussi du musée de la police de Rome, qui n'existe plus. Donc, avant de fermer, ils ont revendu certaines de leurs pièces qu'ils avaient. Je pense en particulier à tout ce qu'ils avaient sur Leonarda Cianciulli, qui est une tueuse en série italienne, la saponificatrice, on l'appelait, parce qu'elle transformait les gens en savon. Et ces pièces, vous pouvez d'ailleurs les voir à l'expo. C'est une des premières pièces. C'est un peu l'emblème, la mascotte de l'expo, si on veut, parce que c'est une affaire italienne et on veut les organisateurs veulent la montrer un peu partout dans le monde parce que c'est une affaire qui est mal connue en dehors de l'Italie. Mais tout ça pour dire que c'est pas quelque chose qu'on sort d'un chapeau et qui a été monté en un an. Il y a une vraie préparation derrière, il y a un vrai travail avec plusieurs collectionneurs. Il y a un travail, et là, c'est là qu'on va aborder le premier point qui fâche, parce que la personne dont on parle nous a accusé d'avoir aucun comité scientifique derrière l'exposition, ce qui est absolument faux, c'est de la calomnie. Ça a été, alors cette personne, évidemment, je ne vais pas la nommer, mais elle a fait un live Twitch pour, en fait, en gros, démonter l'expo, parce qu'elle sent qu'elle est référente, donc elle pense qu'elle a une influence à ce niveau-là. Référente serial killer, si on veut dire, vu qu'il n'y a plus de Bourgogne, donc tu as toute une jeune garde de jeunes loups dans le monde qui veulent prendre sa place, hein, c'est normal. Sur le même registre d'ailleurs. La nature horreur du vide, c'est ça, tout à fait. Et voilà, c'est exactement le même registre. Alors maintenant, ils sont prudents, ils évitent de dire qu'eux-mêmes ont été victimes de tueurs en série, et donc ils jouent sur un autre registre qui est le registre universitaire. Oui, j'ai un DU de criminologie, oui ceci, oui cela, alors qu'ils viennent tous, bon, on en reparlera après, mais de la même mouvance qui est pour ceux qui connaissent un peu, Bailey Sayan aux États-Unis, c'est tous des copier-coller de ce modèle-là. Et donc cette personne-là, la première chose qu'elle nous a reproché à l'expo dans son live, c'est qu'il n'y avait, bon, je sais pas d'où elle sort l'info, hein, mais qu'il n'y avait pas de criminologues et pas de psychologues qui ont été consultés pour l'expo, ce qui est un mensonge éhonté. Je vais vous lire la liste des universitaires, hein, des vrais universitaires, parce que c'est des professeurs en qui sont notifiés en plus. Des gens qui ont un DU de criminologie qui a duré un an. Hein. C'est des gens qui ont 10 ans d'études derrière eux quand même. Donc nous avons par exemple le commissaire d'exposition qui est Maurizio Crocato, qui est donc diplômé en littérature à l'université de Turin, qui a une thèse en anthropologie criminelle et qui est auteur de plusieurs essais sur les thèmes de la criminologie et qui participe activement à l'étude et à l'enseignement de la criminologie au niveau universitaire, à l'université de Turin. Donc déjà, en première ligne, c'est lui qui a élaboré tout le parcours scientifique de l'exposition, qui a élaboré la plupart des textes, des panneaux d'explication, qui décide de qui on va ajouter dans telle ville, etc., etc. Donc, il a une vraie activité, une vraie présence dans l'expo. Donc, c'est vraiment honteux de dire qu'il n'y a pas de comité scientifique derrière cette expo. C'est voilà, pour la part de quelqu'un qui a un DU de criminologie récupéré dans une pochette surprise, c'est un petit peu honteux de vouloir donner des leçons de morale à un professeur criminologie et qui actuellement enseigne la matière. Donc déjà ça, à ce niveau-là, cette jeune femme devrait peut-être avant de dire certaines choses, tourner cette fois la langue dans la bouche, comme on dit. Voilà, on en reparlera de toute façon. Je n'ai pas, alors contrairement à ce qu'on va croire, c'est que je n'ai pas d'animosité envers cette jeune fille, parce que c'est une jeune fille justement, donc je lui donne le bénéfice de la jeunesse et du doute. C'est quelqu'un qui réagit sous le coup de l'émotion, sous le coup aussi, voilà, par des intérêts personnels. On fait ça généralement, des clashs, on appelle ça maintenant, les jeunes appellent ça des clashs. Généralement, c'est pour, voilà, se rendre un petit peu intéressant auprès de ses followers, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Sauf que là, elle est très mal tombée, elle est très mal enseignée. C'est tout à fait ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je vais répondre. Non, c'est pas du tout un argument d'autorité. C'est que
la jeune femme en question que l'on ne nommera pas reproche à l'exposition de ne pas avoir d'expert alors qu'elle a un diplôme en criminos, ce qui est vrai, mais bon, c'est un DU. Et là, justement, le fait est de dire si, effectivement, il y a des autorités, puisque là, l'argument d'autorité tient, il y a des autorités, dont un professeur de criminaux, ce qui me semble être... Alors, je n'ai pas fini, hein. Il y a Olivier Chaumet. Voilà, Pierre-Olivier Chaumet, qui a quand même pour Figaro TV, qui a parlé de l'exposition, et disons qui fait partie du comité scientifique de l'exposition, qui est quand même professeur en histoire de droit et des institutions, qui a écrit plusieurs livres sur l'historique des tueurs en série, qui a participé à un très long article très intéressant d'ailleurs, sur Joseph Vachet. Là aussi, on a quand même quelqu'un quelqu'un de crédible, on va dire, hein. Et ça, c'est pour la partie française, hein. Mais il y a d'autres criminologues, par exemple Armando Palmeggiani, qui est avocat en droit pénal, expert en scène de crime, donc il a participé aussi au comité scientifique derrière l'exposition. On a Valentina Marcella, qui est psychothérapeute et criminologue, et d'autres personnes qui ont été consultées. Effectivement, à chaque fois que l'expo va dans un pays, ils consultent les gens qui sont vraiment à la pointe du domaine dans chaque pays pour justement avoir des ponts et faire les choses bien. Donc on a pour Paris et on savait de toute façon qu'il allait avoir des gens qui feraient les malins, qui diraient bon, les Italiens, ils y connaissent rien. Oui, non, mais c'est ça. En fait, les Italiens sont les inventeurs de la criminologie avec Césarien. C'est ça. Il y a même une salle absolument passionnante qui est consacrée à l'invention et aux prémices de la criminologie, etc., qui est vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai pas tellement compris Alors c'est pas la seule qui a tapé là-dessus en me disant oui, c'est une expo faite par des frics pour des frics. C'est pas du tout ce qu'on ressent en plus quand on y va. Je tiens à vous signaler que pour ceux qui y sont pas encore allés, quand vous allez là-bas, vous êtes vraiment plongé dans une expérience totale. Il y a une salle d'introduction avec les différentes catégories de tueurs, tout ça référencé sur des ouvrages. On n'est pas dans de la monstration pure, même si après pourquoi pas aussi faire de l'exposition avec de la monstration pure. Et les objets sont là parce que ça on va y venir aussi après, mais les fameux objets démoniaques qui donnent le frisson parce que ça rend pas hommage aux victimes, aux gens qui vont voir l'expo, sont là pour une très 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 bonne raison. La même raison qui fait que pour les plus anciens d'entre nous, voyez-vous, quand on faisait des exposés pour la maîtresse, on découpait des images dans tout l'univers et on collait ça sur les trucs, c'était pour montrer ce dont on parle. Voilà. Mais voilà, mais je te laisse continuer. On va continuer sur ce sujet-là. J'ai aussi ressenti une petite pointe comment dire, de mépris sur le fait que ce soit des Italiens, pas des Américains. Ça, Oui, je pense qu'il y a une pointe de racisme, on peut le dire. Ouais, ça, je l'ai dit. Ces gens aiment avoir une bonne morale, mais effectivement, le fait que ça soit pas français, évidemment, jamais une telle exposition ne sera montée par des Français. Tout d'abord parce que les Français, c'est désolé de le dire, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens au niveau des collections. Il n'y a aucune grande collection en France sur le sujet. Et je suis le seul en France à pouvoir participer en tant que collectionneur. Et je vais revenir justement sur ma participation et mon rôle dans l'exposition. Mais je suis le seul en France en tant que collectionneur à pouvoir apporter autant d'objets de qualité à cette exposition. Mais à part ça, voilà, quel Français est capable de monter une telle exposition? Il n'y en a aucun. Donc effectivement, on sent une espèce de mépris, une espèce de voilà, nous on est référent True Crime, mais on ne nous a pas consulté, on n'a même pas fait partie de la journée presse. On sent ce truc-là, tu vois, derrière ces affirmations et ce truc-là, on sent que ça les a fait un petit peu chier d'être de côté et que effectivement leurs followers, ce sont eux leurs followers, qui leur disent à chaque fois, oui, mais t'en penses quoi de cette exposition? Et effectivement, ils se retrouvent à devoir donner une opinion, alors cette personne n'y est même pas allée, elle le dit dans son live, elle n'est même pas allée à l'exposition, donc ce qui est assez aberrant de donner un avis, n'est-ce pas? Donc, bon, on en est là par rapport à cette... Et puis après, je vais arrêter avec elle parce que ça ne vaut pas la peine qu'on s'éternise non plus.
On sent vraiment que y a une personne qui a envie qu'on la cite dans le débat. Parce qu'elle est écartée de ce débat, et je vois pas pourquoi elle serait d'ailleurs incluse dans le débat, parce qu'elle n'a rien pour... Enfin, je vois vraiment pas en quoi elle devrait son avis et demander l'avis d'autres youtubeurs spécialisés, parce que c'est pas du tout le même domaine. C'est pas le même domaine de l'exposition à une base effectivement scientifique. Elle a vocation d'instruire, mais aussi de présenter une collection unique à des personnes qui n'auront jamais dans leur vie l'occasion d'être proches de ces objets. C'est ça le point sur lequel il faut insister, c'est qu'il y a une vraie demande pour cette exposition. Et il y a des personnes qui l'attendent depuis des années, ce type d'exposition, parce qu'ils savent qu'il y a des choses similaires, mais à beaucoup plus petite échelle, qui existent aux États-Unis. Ils savent qu'il y a des musées, ils savent ceci, cela. Et moi, ça fait des années que j'entends autour de moi, c'est dommage qu'un tel truc, ça n'existe pas en France, tu vois. Et effectivement, les gens, et ça, c'est les retours à chaque fois que je vais à l'exposition, c'est les trucs que j'entends autour de moi, et effectivement, ils sont impressionnés. Et se sentent, entre guillemets, privilégiés, peut-être, quelque part, d'être aussi proches de ces objets, de les voir en 3 dimensions, entre guillemets, et surtout, au-delà de ça, c'est d'avoir devant eux un parcours, effectivement, instruit, n'est-ce pas, et de haute qualité sur ce phénomène. Tout à fait, ah oui, et qui est assez complet, beaucoup plus complet d'ailleurs que la plupart des vidéos qu'on peut proposer, hein, moi le premier, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Là, on a le temps de s'arrêter, de lire. Et non, c'est pas juste des panneaux avec nom, âge, non, il y a des salles. Mais c'est ça qu'elle a volontairement occulté, ce page-là, et c'est très malhonnête de sa part. De toute façon, dans son discours, il y a énormément de mauvaise foi. De toute façon, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était assez prévisible, ce type de réaction. Des gens qui veulent garder à tout prix ce gatekeeping, en fait, c'est du gatekeeping. Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Qu'ils ont, voilà, et quand un truc existe en dehors d'eux et de leur petite sphère, ça devient des rageux, comme on dit. Ils expriment cette rage de façon assez grotesque dans des lives, etc. Et à plus petite échelle, dans des TikTok, etc. Maintenant, c'est pas la première fois que je suis confronté à ça par rapport à l'exposition. Il y a déjà eu des petits trucs, des petites réactions comme ça en Angleterre, pour les mêmes raisons, en fait. Des gens qui se sentent exclus du truc. Okay. Voilà. Bon, c'est un phénomène assez marginal quand même, que les Anglais ont plus de retenue et puis ils réfléchissent un peu plus avant de parler, peut-être aussi. Donc, il y avait quelques réactions comme ça, mais c'était plus des réactions du mouvement woke. Donc c'était plutôt des filles à cheveux bleus, tu vois, qui se plaignaient de ceci, cela, etc. C'était très typé sociologiquement, les réactions. Ça venait pas de... Enfin voilà, c'était assez caricatural en fait, le fait que ça vienne toujours des mêmes personnes. Et je sentais évidemment quand on a préparé le truc pour venir... Paris, je le voyais gros comme une maison, et ce qui est assez ironique, c'est que alors après je dirais quel est mon rôle dans l'exposition, je vais le préciser parce que la plupart des gens c'est assez confus pour eux. Oui, voilà. C'est ça, c'est assez trouble, mais assez nébuleux. Ouais. Bon, on va faire un petit point là-dessus. Voilà, que je suis organisateur, il y a certaines personnes qui disent que je suis organisateur, qui me plairait beaucoup parce que ça implique que je suis millionnaire et que je peux payer une salle à 400 000 euros. C'est ça. Parce que la tour Montparnasse, c'est 400 000 euros. Ouais, c'est un bel endroit. Hein. Après, c'est un très très bel endroit qui correspond tout à fait au parcours de savoir si les gens sont impressionnés aussi, c'est que c'est une expo à l'américaine et qu'il y a de l'argent derrière et que effectivement il y a je ne vais pas dire le chiffre, mais il y a énormément d'argent qui a été investi. Donc, et ça se ressent quand tu vas à l'expo. Et ça se voit, bien sûr, tu les vois les sous. Hein. Quand tu arrives, tu vois les sous. Oui, tu vois l'argent. C'est pas un pauvre truc avec 3 photos, 4 photos, parce qu'on compare ça à une expo qui est en ce moment, etc. Tu vas pas à l'expo pour voir
quelques photos affichées au mur, etc. Non, les scénos sont très belles. Non, c'est vraiment époustouflant à tout point de vue. Et effectivement, on parlait beaucoup des scènes réalistes qui avaient perturbé certains spectateurs. Et ça, je le comprends tout à fait. Parce que le travail sur les mannequins, pas que ceux de Guillaume, mais aussi ceux qui sont dans les... Par exemple, celle de Jack the Ripper et tout. Oui, effectivement, ils ont des contributeurs, criminologues, mais aussi, il a une boîte qui s'appelle Ars Criminology, et où il fait beaucoup de reconstitutions de trucs non seulement pour l'exposition, mais il le fait depuis de nombreuses années pour des musées à travers l'Europe, que ce soit des musées sur les instruments de torture ou sur d'autres sujets un peu creepy. Mais c'est un train fantôme, hein. Voilà, il faut pas non plus oublier que c'est aussi un train fantôme. C'est du Grand Guignol. Quand on allait au théâtre à Paris pour le Grand Guignol, on voyait des gens qui se faisaient découper des hectolitres de sang de cochon pour se distraire. Là, on se distrait aussi, mais en apprenant. Alors, c'est une distraction qui est peut-être particulière parce que c'est une distraction culturelle, effectivement, parce que les scènes, notamment celle de Jack the Ripper, on passe la salle, on lit les panneaux sur Jack, on voit les unes de journaux, etc. Et puis on arrive à la scène où on n'est pas obligé de la voir parce qu'elle est plus ou moins cachée derrière des panneaux avec des petites fenêtres. Et si on a envie de rentrer pour ressentir effectivement ce que le policier qui a découvert son corps a ressenti, on peut le faire. Et là, effectivement, voilà, il y a des trucs, il se passe des trucs à l'intérieur. Donc, c'est tout à fait, crédible et c'est tout à fait à propos parce que c'est une rentrée en matière qui est top. Et puis le travail. Tu sais, de Japan, faire une expo sur les tueurs en série sans chercher la sensation, vaut mieux pas la faire, je pense. Mais là, c'est extrêmement bien réussi. Ouais. En fait, c'est selon ces gens qui critiquent, etc. Qu'est-ce qu'il fait de mieux, en fait? Tout simplement. Alors, ils vont me dire oui, je ferais ci, je ferais ça, etc. Mais on sait pertinemment que l'exposition qu'il ferait, il y aurait 10 fois moins de monde. Ah oui, bien sûr. Et quand tu fais une expo de cette taille avec des moyens financiers de cette taille, effectivement, tu t'attends à qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent, ce qui est le cas. Et effectivement, il faut que ça soit rentable, ce qui est normal. Donc, on va pas faire un truc avec de francs 6 sous et puis faire un truc ultra chiant parce que voilà, ça ne plaît pas au public. Le public vient voir des trucs pour se faire un peu peur, pour voir du sensationnel. Mais en même temps, ils veulent s'instruire. Il y a les deux dans l'exposition. Mais c'est ce que fait d'ailleurs tous ces youtubeurs, dis-moi, sensationnels quand tu regardes. C'est exactement ce sur quoi je voulais glisser comme un vieux flic anglais sur une mare de sang. Alors, on va rentrer dans la technique là, parce que je connais le sujet depuis beaucoup plus longtemps qu'eux, mais c'est pas un concours de savoir, etc. Mais, parce qu'après on va me le reprocher. Mais disons qu'une des choses que je fais, c'est 80% des histoires de tueurs en série, elles sont pas glamour du tout et elles feraient zéro audience si ces gens s'attardaient dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que 80% des histoires de tueurs en série, c'est des gens qui tuent 2, 3 personnes de la même façon. Généralement, c'est des viols qui tournent mal. Ils se débarrassent du corps sur un bas d'autoroute ou dans une décharge. Il n'y a pas de truc extraordinaire, il n'y a pas de mutilation, de coupage de tête, de machin, de trucs. C'est juste des viols, entre guillemets, ordinaires qui tournent mal. Et la personne est généralement tuée avec les moyens du bord. Et ça, je suis désolé de parler crûment, mais ça ne fait pas d'audience. Ça ne fait pas bander le téléspectateur, on va dire. Donc, ces youtubeurs, au lieu de parler de ces affaires sordides, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur les classiques. Alors, on voit que la youtubeuse dont j'ai parlé, son plus gros truc, le truc où elle a passé le million de spectateurs, c'est Albert Fish. Charmant garçon. Difficile de justifier moralement une vidéo d'1 heure sur Albert Fish sans dire que tu fais du sensationnel. Je suis désolé, mais il n'y a pas pire que Albert Fish à ce niveau-là.
c'est putassier, c'est poujadiste, pour employer un terme politique. C'est vraiment donner au public ce qu'il veut. C'est-à-dire du gore, du dégueulasse et de tout ce que l'humain a de pire en lui. Donc, ces youtubeurs-là savent très bien qu'ils font du sensationnel avec un petit côté glamour. On va reparler plus tard de ça, mais c'est cette espèce de mode true crime make-up, etc. J'ai essayé, moi, ça prend pas. Ouais, voilà, il faut. Ah, il y a des mecs qui le font aussi, on en reparlera. Je vais retourner sur l'exposition parce que là on diverge, mais je vais revenir sur mon rôle dans l'exposition parce que c'est un truc qui revient très souvent. Oui, voilà, il faut qu'on parle de ça. Et après, on reviendra le rôle mystérieux de ce mec. Il se trouve parachuté là-dedans, quoi. Pourquoi Pourquoi Donc, quand j'étais approché par Italmostri c'est la boîte italienne de promotion, etc. C'est par l'intermédiaire d'un collectionneur que je connaissais, qui s'appelle Roberto Parella, je le connais depuis très longtemps, et qui a son propre musée vers Milan. Et il m'a mentionné le fait qu'il travaillait avec un promoteur qui organisait une tournée mondiale sur ce thème-là. Et il me demandait si j'avais des objets exceptionnels, etc. Et donc, je lui explique que là, j'avais ce freezer que j'avais récupéré en Allemagne, qui a servi, qui appartenait à Armin Meiwes, qui est dans l'expo. Donc, tout est parti de là, en fait, ce freezer, voilà, négocier le freezer, de façon à ce qu'il intègre cette expo. Et à partir de là, étant donné que j'ai cette position de plaque tournante, si tu veux, entre les collectionneurs européens et les collectionneurs américains, je me suis retrouvé dans une position où ils me demandaient si j'avais d'autres objets intéressants. Alors, c'est là que j'ai trouvé les lunettes de Dahmer pour eux. Et c'était juste quand il y avait la série, là, tu vois. Donc, il y avait en plus, une collection d'objets qui appartenaient à que gardait Lionel, son père, Lionel Dahmer, on appelle ça un box, et les personnes qui s'occupaient de Lionel Dahmer voulaient revendre certains de ses objets. Donc il y avait les lunettes, il y a des objets perso, il y avait même son mur Dahmer, mais il n'y avait pas les cendres dedans. Enfin, il y avait des traces de cendres, bref. Et pas les détails parce que ça va encore choquer les gens. Et donc ils cherchaient des collectionneurs ou des musées pour acheter certains de ces objets, et donc j'ai réussi à faire. On a, au fur et à mesure, trouvé les objets clés en fait de l'expo. Et au fur et à mesure, donc, j'ai pris ce rôle donc de négociateur de pièces en tant que collectionneur. Voilà. Et c'est en tant que collectionneur j'étais approché, et en tant qu'expertise, parce que c'est assez difficile de vérifier et de connaître la provenance de ces objets, et avec le réseau que je me suis constitué depuis 30 ans, je connais tous les acteurs dans ce truc-là, je sais pertinemment quel objet est legit, est vrai ou pas, etc. Et voilà, donc on sait naviguer, c'est un milieu de requins, mais on sait naviguer pour savoir quelle pièce, on n'achète pas n'importe quoi, n'importe qui, c'est pour expliquer. Et donc vient le jour où il y a l'inauguration à Milan, et mon ami de Milan me prévient, voilà, t'es dans l'expo. Ah ok, marrant quoi, tu vois. Donc j'arrive là-bas, et j'arrive un peu avant l'inauguration, quand ils préparent justement le truc, et je vois effectivement qu'ils avaient préparé une pièce. Alors la pièce, c'est les criminels qui ont été à tort comparés, ou la réputation à tort d'être des criminels sériels. Alors dedans, ils avaient mis Manson, Sagawa. Ah ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ok. Donc c'est des affaires où il y a à la base, il y a un truc dans les médias qui fait que ces criminels sont assimilés à... Je vois, c'est vrai que Sagawa, quand on en parle, à chaque fois, on me dit, ah oui, le tueur en série japonais, fait que oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc j'avais un petit coin là-dedans avec des tableaux qui appartenaient à d'autres collectionneurs. Il y avait 2-3 trucs. Tout venait d'autres collectionneurs, si tu veux. Tu sais, ça fait bizarre. Je vois un panneau avec
ma vie. Alors, il y avait quelques erreurs dans le panneau. Bah, moi, ce que j'ai appris sur toi à l'expo, c'est que tu étais vivant et que tu faisais des émissions de télé. Donc déjà, tu vois... Voilà, ouais, j'ai oublié ça, tu vois. Enfin, bon, il y avait 2-3 trucs. Et telle qu'elle était la toute première expo à Milan, c'est vrai qu'elle était beaucoup plus sensationnelle. Il faut comprendre que le public italien est beaucoup moins, on va dire, sensible que le public français. Il est beaucoup moins fragile. C'est une réalité. Et donc, ils cherchent plus le sensationnel. Donc, à la base, ils avaient plus accès ça pour faire une expo à l'italienne. Au fur et à mesure que l'expo s'est développée à l'étranger, ma place au sein de l'expo a été de les conseiller. Les conseiller sur les publics locaux, en gros, parce que j'ai une certaine expérience dans ce qui plaît au niveau de true crime. Par exemple, à Londres, en Angleterre, en Allemagne, par rapport au feedback que j'ai de mes lecteurs, etc., je sais à peu près quels sont les sujets qui fâchent et quelles sont les particularités de chaque pays. Et étant donné que j'ai une position assez unique dans ce truc-là où il y a la convergence de différents trucs, j'ai une perception de ce qu'on appelle la serial killer culture. Donc c'est un terme qui a été inventé par John Borowski. Ça englobe tout ce qui est true crime, évidemment, les faits eux-mêmes, mais aussi la culture pop qui entoure tout ça. On en a parlé, à maintes reprises, et c'est la clé de tout, mais vas-y, je te laisse. C'est la clé de tout, mais les Français sont totalement... Enfin, c'est pas là d'arriver encore. C'est pas encore arrivé en France, et je sais pas si ça arrivera un jour, et je m'en fous. Mais disons que c'est un truc qui est surtout, voilà, normal, présent aux États-Unis, qui existe depuis plus de 20 ans aux États-Unis, et qui commence à se diffuser en Allemagne, en Europe, etc., où tu as une conscience de ce qu'est la serial killer culture. Donc, avec cette position-là, je les ai aidés plus ou moins à éviter des écueils, on va dire. Il y avait des gros écueils à éviter, par exemple, en Angleterre, avec certaines affaires, il fallait y aller mollo. Par exemple, Ian Brady et Myra Hindley, c'est encore très sensible, même après 50 ans. Les Rose et Fred West aussi, c'est extrêmement sensible. Et il y a cette nouvelle tueuse en série qui tuait des nourrissons dans des tonnières. Ah oui. Effectivement, je ne trouvais pas très pertinent de faire un truc sur elle, surtout qu'elle n'est pas passée en jugement. Puis l'affaire en elle-même est ultra glauque. Donc, il faut trouver la limite à pas dépasser. D'accord ? Et en cela, je les aide. Je ne me suis pas, je le redis, parce qu'on l'a plusieurs fois, je ne suis pas rémunéré par l'expo et je ne fais pas partie de l'organisation. Et ça, c'est peut-être que les gens, il faut maintenant que ça leur rentre dans leur tête. Je ne suis pas salarié. J'ai un rôle, effectivement, de collectionneur. Je trouve les objets et je conseille, mais je ne suis pas la caution scientifique, d'accord ? Je ne leur dis pas quoi écrire sur les panneaux. Je ne leur dis pas qu'il faut faire. Je ne leur dis pas. Et surtout, je ne suis pas rémunéré. Okay. Alors, mon opinion, même si tu l'étais, je vois pas en quoi ce serait un problème, mais ça ne regarde que c'est mon opinion à Justement moi. Parce que ça peut poser problème, on est plus intelligent que nos critiques, c'est-à-dire qu'on sait que légalement, dans certains pays, ça peut poser problème. Donc, je n'ai pas de rémunération. Oui, j'entends bien. Oui. Voilà. Okay. Mais c'est un truc qui a été colporté. Oui, je l'ai entendu. Alors moi, ce qui revient souvent, c'est le truc des marchands du temple, tu sais, de la. Ah oui. On va aborder la question parce qu'elle est fascinante. Oui, donc effectivement, on reproche à l'exposition d'avoir un shop. Voilà. Et dans ce shop, effectivement, il y a des mugs. Ouais. Donc il y a un mur de mugs. Hein. Il y a des très bons livres. Ça veut dire qu'en fait, on vend un paquet des mugs. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un catalogue d'exposition, mais bon, les détracteurs ne le mentionnent pas, évidemment, parce que
Voilà, même s'il Ah oui, c'est le catalogue où il nous parle du tueur gauchiste, là, tu sais, il y avait un tueur français. Ah oui, il y avait tueur une gauchiste. ouais, je sais plus. C'était For the Record. Effectivement, il y a un catalogue d'exposition ouais. qu'on a remanié, hein, voilà, il a remanié plusieurs fois ce catalogue, et maintenant, tel qu'il est, la nouvelle forme qu'il a, il est top. Il coûte pas cher, il coûte 15 €. Ouais. Et surtout, il part vite, c'est-à-dire ils sont régulièrement en rupture de stock parce que ça se vend énormément de catalogues d'exposition. Et donc, c'est ces mugs qui offensent donc la sensibilité du public français. Et je le conçois. Hein, voilà. Maintenant, ce qui est plus difficile à concevoir, c'est quand tu vas, par exemple, en Angleterre, tu fais le London Dungeon, il y a des mugs Jack the Ripper. Ah oui, à Whitechapel et tout. C'est quand même... Ouais, c'est quand même aussi une victime, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des TikTok dessus. Non, pourquoi? Tout simplement. Parce que c'est culturellement accepté. Et pourquoi c'est culturellement accepté? C'est parce que la figure de Jack l'Éventreur est rentrée dans le domaine du divertissement. De même que Jeffrey Dahmer, Ted Bundy et John Wayne Gacy sont entrés au bout de 50 ans. C'est des affaires qui datent d'il y a 50 ans, sauf évidemment Dahmer qui est plus récente, mais Gacy et Bundy sont entrés progressivement, et grâce en partie à ces youtubeurs qui font énormément de vidéos sur eux et qui apportent pas grand-chose de plus, mais qui en font du spectacle. Ouais, qui font le relais des productions pop. Grâce à ces relais, ces personnages rentrent dans ce qu'on appelle effectivement la serial killer culture, c'est-à-dire ils deviennent des personnages un peu désincarnés et qui ont moins l'impact émotionnel, parce que c'est d'impact émotionnel dont on parle, qu'il y a effectivement 20 ans, 30 ans. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Personnellement, je ne me mets pas sur ce niveau-là. Je comprends qu'il y a débat. Je comprends que certaines personnes soient profondément par rapport à leur conviction morale, religieuse, etc., profondément choquées par ça. Oui, mais c'est ça, c'est une question de morale et de religion. Moi, je vois pas d'autres explications. C'est une opinion personnelle. Maintenant, ce qu'on entend des fois, c'est c'est illégal. C'est complètement stupide. Il n'y a absolument rien d'illégal. C'est entièrement faux. Utiliser l'image d'un mec qui est mort sur la chaise électrique pour vendre un mug. Voilà, c'est une petite précision par rapport au shop. Il y a aussi un coin selfie, les gens se prennent en selfie devant le truc d'identification. Oui, et ça cartonne. Et les gens se prennent en selfie sur une chaise électrique, ça aussi, ça fait jaser, parce que voilà, c'est un instrument de mort. Bah, tu sais, quand j'habitais à San Francisco, j'allais très très souvent à Alcatraz. Et même s'il n'y avait pas de chaise électrique à Alcatraz, ils en avaient installé une parce que les gens se foutent totalement de la véracité historique. Et il y avait il y avait entre 40 et 55 minutes d'attente pour se prendre en photo sur la pseudo-chaise électrique qui était à côté du réfectoire. Dans les cellules qui avaient abrité Al Capone et compagnie, impossible d'y accéder parce que au mitard, par exemple, le mitard, bon, c'est pas génial, hein, les QHS, Mesrine en a suffisamment parlé, les QHS c'était pas non plus le Club Med, mais à Alcatraz et dans d'autres prisons désaffectées, les gens font la queue aussi pour toucher les grilles qui ont été touchées par tel ou tel, comment il s'appelle, Machine Gun Kelly ou d'autres, enfin voilà. Donc il y a toujours cette super fascination pour s'approcher au plus près de la mort et de l'horrible. Nos avis divergent. Une belle fascination. Oui, bien sûr, et c'est ce qui fait le succès des séries Netflix, Amazon et Disney, mais aussi des chaînes YouTube, pas la mienne, mais des chaînes YouTube de True Crime, parce que généraliste de True Crime. Généraliste, voilà. Les chaînes YouTube généralistes de True Crime. Je suis entièrement d'accord. Et quand tu dis elles se font les chaînes, le relais de ce qui se passe à la télévision, c'est
tout à fait vrai. Il y a dans toutes ces chaînes true crime qui marchent sur YouTube, sur TikTok ou ailleurs, une espèce de relais. C'est pas pour rien qu'il y a souvent des sponsorisations Netflix, de certains éditeurs aussi. Je pense que là, il va pas tarder à y avoir une trend là dans l'année sur Ed Gein, parce que ça va être le nouveau chouchou de la presse. Un tueur, un individu qu'on va glamouriser parce que c'est une âne là qui va jouer son rôle, donc voilà, joli petit gars et tout. Donc je pense que les grosses chaînes YouTube vont nous sortir des vidéos sur Ed Gein, en veux-tu en voilà, pendant quelques mois, mais là où tu as entièrement raison quand tu parles de ça, et ça, on en a déjà parlé dans le live d'avant et plein d'autres fois, c'est que le fait de vendre du merchandising, que ce soit du merchandising, d'ailleurs c'est très amusant de voir que très souvent les articles sur les tueurs en série sont illustrés par des photos des comédiens qui illustrent les tueurs en série. Dans l'expo, il y a celui sur Maeway, notamment le tueur au socket blanche. Il y a effectivement une erreur, on admet ça. Voilà, mais bon, je parle pas de vous. Là, vraiment, oui, c'est une petite erreur. Je peux le concevoir tout à fait. Ça, on n'est pas coutumier du fait de ce genre de tueur. Mais dans les médias généralistes, lorsqu'ils ont parlé de Dahmer, par exemple, c'était une fois sur 10, la photo de machin, là, du comédien, dans la série Monster. Oui, voilà, parce que maintenant, il est rentré dans la culture populaire, et d'ici peu, cette espèce de comédien assez rigolo, d'ailleurs, qui jouait Manson dans Mindhunter, je l'ai déjà vu 2-3 fois, c'est vrai qu'ils ont des grosses similitudes physiques, mais ils sont, on va les confondre très très rapidement, parce que c'est une chose, on peut rien y faire, c'est comme ça. Il y a la figure de Mesrine en France. Alors oui, moi je suis un vieux, donc je dis Mesrine, parce que mon père était un admirateur de... J'ai bien connu François Bess, il disait Mesrine. Ouais, c'est ça. Grand aussi, c'est comme ça qu'il l'appelait. Tout à fait. Et il disait Mesrine. C'était rare qu'il prononce son nom, il disait généralement Le Grand. Le Grand, ouais. Mais quand il disait son nom, c'était effectivement Mesrine. C'est Mesrine. Et mon père qui avait la une... mon père avait la une de Paris Match avec ce qu'il appelait le Grand Jacques, lui, au-dessus de son plumard, dans la chambre. Et il a toujours dit Mesrine. Voilà, bon. Enfin, voilà, Mesrine fait partie de la culture populaire en France aussi. Alors c'est pas tout à fait le même type de personnage, quoique on pourrait en discuter, mais il y a eu des films sur lui, il y a eu des chansons, excellent album et excellent son de Truss là-dessus, et d'autres aussi, hein. Il y a eu des livres, il y a eu des fictions. C'est un peu notre superstar du crime en France, avec ce bon docteur Petiot, avec d'autres. Il faut se rappeler qu'il y avait une certaine sympathie du public pour Landru. Il avait des hordes de femmes, Landru, qui lui écrivaient. D'ailleurs, on a certaines de ses lettres dans l'expo, qui lui dévoilaient son amour, etc. Et c'était une figure qui était un peu rigolote pour le grand public, parce que voilà, certes, il trucidait des bonnes femmes, mais il avait du bagot pendant son procès. Les gens rigolaient du début à la fin, dès qu'il ouvrait sa bouche. Donc il y a une sympathie envers les grands criminels qui est indéniable. Hein. Pas surtout, je sais que Petiot, par exemple, suscite beaucoup moins la sympathie. Oui, voilà, après, il y a évidemment, il y a des serial killers qui sont beaucoup moins populaires que d'autres, beaucoup moins glamour, comme je dis, et que tu ne retrouveras pas dans ces fameuses vidéos YouTube à quelques centaines de milliers de views, parce que voilà, c'est juste c'est trop sale en fait, c'est trop crade. Oui, je sais bien, mais c'est... tiens, il y a une question, je vais y répondre. Déjà pas, en fait, tu me dis, je prends volontairement un type de crime qui te touche, ça te dit, mais imagine un mug du trou, comment tu le prendrais? Je l'achèterais, je pense. Car tu es dans des assauts ou proches de gens qui se battent contre... Justement, je trouve que le fait d'aborder ça de la façon dont on parle depuis toujours, c'est-à-dire avec du recul, mais en étant conscient, les gens qui pleurent beaucoup sur des sujets, en général, je leur fais pas tellement confiance. Je préfère les gens, par exemple, les bons catholiques qui vont faire la charité devant l'église, en prenant 10 minutes pour bien montrer le billet qu'ils vont mettre dans la sébille. Je leur fais beaucoup moins confiance qu'à celui qui dit rien mais qui en pense pas plus.
moi ça me choque pas du tout, tu sais. Je suis conscient de ce qu'est la SK Culture. Alors je l'ai découverte il y a longtemps aux États-Unis, j'ai adhéré tout de suite, je trouve ça chouette. J'y verrais pas plus de mal que le fait que des grands groupes mainstream de rock'n'roll ou de metal s'associent à l'image de Manson, à l'image de la même façon que faire des t-shirts humoristiques avec des tueurs en série. Même moi j'ai écrit récemment un livre sur Miyazaki avec un peu d'humour à l'intérieur. Je sais que si j'en avais l'opportunité et l'occasion, pourquoi pas faire du merch de Miyazaki, parce que on fait bien du merch. Un catholique va être offusqué par mon bonnet, tiens, par exemple, mais pourquoi on serait plus offusqué par un mug ou par un t-shirt sur Miyazaki que par un mug ou un t-shirt sur... J'ai vu des gens, tiens, il y a pas longtemps, avec des t-shirts avec Staline dessus. C'est à la mode, même dans certains lives Twitch. Ouais, bah écoute, ils font ce qu'ils veulent. Bon, c'est un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Plus de morts, si on regarde. Ouais, c'est pour ça. Non, moi je pense qu'il faut savoir prendre les choses aussi et puis savoir faire preuve de recul et d'intelligence, de détachement par rapport aux choses. Moi, tu le sais, je suis abolitionniste, je le reste. On me dit ouais, mais imagine, ce serait ta fille. Bah oui, mais je reste quand même. Quand on a des principes, c'est des principes en général. Moi, je pense qu'on peut aborder tous les sujets. On peut même en faire commerce, parce que tout travail mérite salaire. Moi, quand j'ai écrit le livre, par exemple, sur Miyazaki, ça m'a pris des mois, et j'ai sué sang et eau, j'ai dû relire des centaines et des centaines de pages, réécouter les trucs. Bon, j'aime bien être payé pour mon boulot, mais un prof de criminologie, il va apprendre à arrêter des méchants. Non, en fait, ils arrêtent jamais personne. Mais en tout cas, il va apprendre ce qu'est la criminologie en général. C'est bon, peu importe, mais n'importe quelle personne, les producteurs de Netflix, est-ce qu'on leur reproche d'avoir gagné des millions avec l'histoire de Dahmer et de pas avoir rendu un hommage appuyé, larmoyant avec des pleureuses italiennes ou corses payées à l'alarme? Non, c'est un état de fait, ça fait partie de la société du spectacle, et la société du spectacle, à petite et à grande échelle, elle est toujours basée sur l'émotion. Quand Pradel fait Perdu de vue, est-ce qu'il est vraiment soucieux du fait qu'on retrouve les victimes, enfin les disparus, ou est-ce qu'il pense d'abord à faire un barnum autour de ça pour faire tirer un maximum de Kleenex des boîtes des ménagères de moins de 50 ans? Voilà, la question est légitime. Moi, personnellement, j'ai assimilé cette notion de société du spectacle, et le malheur, la mort, ça en fait partie. Et moi, je l'assume, j'ai une fascination morbide pour toutes ces choses-là, comme vous tous. Seulement, il y en a qui le disent et d'autres qui ne le disent pas. Je t'ai coupé. Ce que je veux souligner avec l'exposition, c'est le caractère itinérant aussi. Les gens réagissent, certes, parce que voilà, ils sont sous le coup de l'émotion, mais on sera plus là dans 3 mois ou dans 2 mois. Non, Salut, 3 mois. On sera plus là dans 3 mois, on sera ailleurs. Voilà. Et peut-être que ces gens-là, après, ils réfléchiront a posteriori, ils se diront c'est con, on a raté l'occasion de venir et de vraiment le juger par nous-mêmes. Et surtout quand d'autres qui ont visité l'expo ils diront ouais, mais en fait elle était top cette expo, et il faut aussi que ces gens prennent conscience qu'il n'y en aura jamais d'autres comme ça en France. C'est une réalité, hein, c'est une réalité telle que je le vois et telle que je vois les moyens qui ont été dépensés pour cette expo, et le monopole qu'on a sur des objets de telle qualité et assemblés au même endroit. Il n'y aura pas d'autres expos comme ça. Après, on va à Berlin, après, on va à Madrid, et en parallèle de ça, on va faire une tournée aux États-Unis. On est en train de préparer le truc. Donc, évidemment, on ne va pas revenir ici. Là, c'est juste un tremplin sur autre chose. Et c'est pas, moi, en tant que participant à l'expo, Paris n'est qu'une étape. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça n'a jamais été un but pour moi de faire Paris. J'étais d'ailleurs, quand ils nous parlaient de Paris, je leur ai dit, bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on pourrait pas faire Bruxelles plutôt? Parce que c'est plus central pour moi. Les gens pourraient venir d'Amsterdam, etc., d'autres pays. Il faut savoir aussi que c'est une expo. Il y a des gens qui viennent de loin, de très loin, voir. Pour voir cette expo, j'ai un Florentin qui est venu premier 2 jours.
Il avait planifié son voyage longtemps à l'avance. Il fait à chaque fois l'expo dans chaque pays différent parce que voilà, il ne veut pas rater à chaque fois le truc. Donc il y a un phénomène aussi qui se tourne autour de cette expo. Ça devient vraiment culte et c'est un truc qu'on constate nous-mêmes. Il y a vraiment un véritable engouement qui dépasse de très loin les frontières franco-françaises. Et comme je dis, cette expo n'a pas été conçue, et c'est ça qui est marrant, parce que les gens prennent tout personnellement. Cette expo n'a pas été conçue pour le public français. La France est une étape et on a adouci les angles pour la France. Il y a des choses, je leur ai dit, écoute, par exemple, là ça va faire rire beaucoup de gens, mais la salle sur les victimes à la fin, c'est mon idée. C'est moi qui leur ai dit, écoute, quand je parle au promoteur, j'ai dit, écoute, j'ai insisté plein de fois, j'ai insisté à Milan, j'ai insisté à Londres, si on va à Paris, il faut un truc sur les victimes, il faut un truc hommage aux victimes, etc. Et il m'a écouté et c'est ce qu'ils ont fait à la fin du truc. C'est fondamental quand tu sais à quel point les gens m'ont en horreur, tous ces sainte-nitouches du true crime. Quand même, voilà, l'anecdote est très drôle. Donc, c'est une étape, Paris. Je vois souvent des gens qui disent « Ah, ça fait chier, j'habite à 2 heures, ça fait chier de prendre le train pour venir, etc. » Bah, c'est votre problème. On ne va pas aller à Brive-la-Gaillarde, on va pas aller à... Il n'y a que Paris pour cette expo. Et c'est chiant, je sais, quand tu habites dans le sud, c'est chiant quand tu habites loin, etc. Mais il y a des gens qui viennent de Marseille, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Oui, j'ai des amis de Marseille. Ils savent que c'est leur seule occasion dans leur vie d'approcher de ces objets-là, de les voir pour de vrai. Et, malgré ce que disent ces sainte-nitouches du true crime, il y a une vraie demande pour ça. Une vraie demande, c'est des gens qui verront jamais de tels objets aux États-Unis dans les quelques musées qu'il y a, etc. Voilà, cette expo, elle est à leur porte. Donc, et c'est pour ça qu'elle a un tel succès en France. Je ne m'attendais pas du tout à ce succès-là. Je m'attendais à 1000 visiteurs par jour, on est à 2000. Donc, c'est compliqué d'avoir des tickets. Hein. Je vois là sur mes réseaux, j'ai pas mal d'abonnés là qui vont y aller, qui n'ont pas encore pu avoir de tickets. Surtout pour les périodes week-end, c'est extrêmement compliqué. Bah écoute, c'est énorme. Sur Booksy, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, je vais vous donner un petit peu d'informations backstage, on va dire. À chaque fois, on a les journées presse. Donc, il y avait une journée presse à Rome, il y a une journée presse à Londres, évidemment Paris. Et donc, pour Paris, cet attaché de presse, il y avait à peu près 25 personnes de prévues. Il y en a 40 qui ont débarqué. Voici, télé loisirs, enfin des trucs pour moi qui sont totalement aberrants, tu vois, télé loisirs. Même des gens qui viennent voir ce que c'est, en fait, tout simplement par curiosité, parce qu'ils savent que c'est unique. Oui, c'est Voici, l'article de Voici que j'ai vu, c'est ça. Ouais, voilà, ils savent que c'est du gros what the fuck, en fait. Et voir le truc pour de vrai, quoi. Et à cause de ce relais média, ce relais presse, et que ça soit en bien ou en mal, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es dans un business comme ça, le business de l'événementiel ou des expositions, même la mauvaise presse est une bonne presse. Parce qu'on parle de toi, les gens par curiosité, ils viennent. C'est ça. Et les appels à boycott tels qu'on les a entendus de ces fameux youtubeurs, au contraire, ça les dessert totalement, enfin ça dessert leur but totalement. Parce que c'est un effet stressant de cinglé. Hein. J'en ai entendu plusieurs appeler au boycott. Il n'y a pas que la demoiselle en question, il y en a d'autres. Il dit surtout n'allez pas là-bas, c'est un scandale, tout ça. Aussi parce que j'imagine. C'est une heure à venir parce qu'on leur interdit de venir à un truc. Ils ont envie de venir, ils ont envie de voir le truc, tu vois. Et effectivement, on a remarqué depuis alors le mini-scandale qui est autour de moi, qui est assez hallucinant et assez drôle, c'est que quand le Parisien a fait ce mini-scandale, il y a eu une hausse des ventes de tickets. Une vraie hausse. Donc, en fait, le truc, pour eux, complètement contre-productif. Parce que alors, d'après les retours que j'ai de gens qui sont allés, qui entendent les gens parler autour d'eux, il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui ont vu cet article, ils pensent que je me balade dans l'expo et que ça sera possible de faire un selfie. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Si tu veux, parce qu'ils attendent un résultat qui est le boycott, le machin, mais en fait, c'est contraire. Les gens viennent voir ils viennent voir le vampire, etc. Donc c'est assez drôle, tu vois,
point de vue. En fait, cette expo m'a donné au travers des ans une espèce de fenêtre sur la nature humaine. On a chacun une idée sur ce qu'est l'être humain et sur ce qu'est l'autre, avec un grand A, et qui est différent de nous, tu vois. Mais là, ça m'a donné vraiment plein de perspectives nouvelles. J'en ferai très certainement un livre parce qu'il y a énormément d'anecdotes. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'à la fin de la tournée, bon, je souhaite qu'elle dure encore des années. Je ne sais pas encore combien d'années parce que c'est vraiment parti pour de nombreuses années. Ben, c'est bien ce qui me semble. C'est en train c'est en train de mettre une raclée à l'expo Toutankhamon là. Mais il y a des questions que je me pose aussi, et toi qui les as toutes faites, les expos, j'imagine que tu vas avoir un tas d'anecdotes. Moi, je sais que j'ai un peu traîné dans les salles, à laisser vagabonder mes oreilles. J'ai écouté ce que les gens disaient. Alors j'ai repéré, et tu me diras après si c'est pareil en Italie et en Angleterre, j'ai repéré plusieurs types de visiteurs et visiteuses, une grande majorité de femmes d'ailleurs hein, dans l'expo. Oui, c'est pareil partout. Comme pour les lectrices, comme pour les lecteurs pardon de livres de true crime, je sais qu'il y a une grosse proportion de femmes. Ensuite, alors, je vais faire un petit aparté parce que c'est une anecdote marrante. On a fait un petit séjour à Jesolo, qui est une station balnéaire à côté de Venise. On a fait 2 mois là-bas. Et donc, c'était que des gens en tongs et en claquettes, et pour les filles en bikini, voire des trucs même plus petits, qui, après une journée plage, qui passaient à l'expo, parce que ça les intriguait, même s'ils n'étaient pas dans l'optique de voir une expo comme ça quand ils allaient à la plage, ils voient le truc, ils se disent « Putain, c'est quoi ça ?» Ils rentrent dedans. Donc, si tu te balades, et c'est ce que je faisais, tu te balades au milieu de l'expo, et c'est que des meufs en bikini qui regardent... Ah, t'as dû souffrir, hein, mon pauvre Nico. La tronçonneuse de Berdella, etc. Donc, effectivement, c'était très drôle. Ah, mais ça, je vois tout à fait. Mais c'est pour ça, je te dis, j'ai identifié. Il y a pas mal de fans, entre guillemets, on va dire, donc de petites goths, de petites émo, de petites punks, de petits. J'en ai vu un bon paquet. Ouais, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, mais. Enfin, je suis tombé sur un groupe, tu me diras, elles étaient venues puis je suis venu un samedi. Donc bon, c'est peut-être pour ça. Mais, et qui connaissent, j'entendais les discussions, et t'as vu, ils parlaient vraiment, elles étaient dans une des pièces sur les tueurs russes. Et bon, tu vois, tout le monde n'est pas spécialiste en tueurs russes, même si, voilà, ça commence à prendre un peu, et elles avaient des conversations très, waouh, j'ai dit bravo, enfin, je me suis dit à moi-même, je me parle souvent à moi-même, pas mal, belle performance. Et puis le lieu va être animant, et je l'ai déjà vu, hein. C'est un gros lieu de drague pour fans de true crime en fait. Ah bah oui, ça qui est drôle. J'ai vu ça. Mais c'est rigolo. Les gens se rendent compte, ils partagent un truc et ils s'échangent des numéros. Donc effectivement, c'est un des à côté du truc, et je m'attendais pas du tout, mais effectivement pour les gens qui sont vraiment passionnés true crime à fond, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui sont dans le même délire et de discuter, etc., autour d'une expo sympathique. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord, et j'entendais des discussions animées entre eux. Après, il y a aussi le public un peu plus familial qui venait, là, j'entendais des gens qui il y en a beaucoup. Qui parlait, dit ah mais quand même, mais tu crois que c'est vrai, mais attends, mais ça oui, j'ai entendu parler à la télé, bon. D'en bas, on va dire. Ouais. Voilà, et ça c'est amusant parce que effectivement, c'est des personnes qui sont pas du tout dans ce milieu-là et qui se retrouvent comme ça face à une expo, comme ils seraient allés voir Toutankhamon ou les trésors mérovingiens ou les momies. Enfin... J'en ai. Alors moi à Londres, j'ai moins cette expérience à Londres. C'était vraiment parce que voilà, culturellement à Londres, c'est la nation du true crime. Avec toute cette littérature qu'il y a là-bas, des librairies spécialisées. Hein. Il y a des librairies spécialisées true crime à Londres, ça existe. Et toute cette communauté qu'il y a là-bas. Donc c'était un public un peu plus, on va dire, spécialisé. Mais en Italie, effectivement, je voyais des familles entières, des familles d'Italiens, mais vraiment typiques, venus de la campagne, etc., qui voyaient le truc parce que ça faisait du buzz.
Et c'était les premiers à me demander des selfies, par exemple. C'était ça qui était drôle. Ouais, mais je comprends. Parce qu'il n'y avait pas ce truc moral. On revient, petit aparté, on revient sur Alcatraz. À chaque fois que j'allais visiter Alcatraz, que j'adorais aller là-bas, parce que ça pue le guano et tu sens vraiment... ça caille dans la baie de San Francisco. D'ailleurs, il y a des phoques. Il fait 40 sur Telegraph Hill, mais en bas, il fait 12, quoi. Et un truc que j'ai remarqué, c'est les 2 personnes qui font visiter... à l'époque, il y a 30 ans, qui faisait visiter, c'était un ancien détenu, pour triple meurtre, quand même, pas un piou-piou, et un ancien gardien. Ouais. Voilà, et ça choquait personne. Le mec te racontait la vie à Alcatraz côté détenu, l'autre côté gardien, ils étaient copains comme cochons, ils buvaient des bières et ils allaient fumer une clope à chaque changement de bateau. Donc, moi, je suis... Voilà, ça c'est pas un truc qui me surprend plus que ça, et au contraire, les gens sont intéressés, ils veulent savoir, surtout sur un sujet comme, alors là, l'expo s'appelle Serial Killer, mais d'ailleurs, oui, on en reparlera peut-être après, mais il y a des interrogations légitimes de la part des gens qui viennent et qui connaissent pas le sujet. Et qui sont assez, comment dire, peut-être réticents au premier abord, mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu entendre dans les retours que j'ai eu de ces gens-là en écoutant un peu, pas tant que ça finalement. Ah, t'as vu, c'est intéressant, je savais pas. Ils sont vraiment là à titre informatif, et j'ai pas vraiment senti de jugement chez les normies, pardon, j'aime pas ce mot-là, mais pour qualifier, alors que... Très agréablement, moi perso, j'ai toujours, dans toutes les dates qu'on a faites, très agréablement surpris par les normies, justement. C'est ceux qui jugent le moins, c'est ceux qui ont le moins le sentiment de cette espèce de snobisme. Ah ouais, mais moi je connais cette affaire, je connais mieux. Ah là, il y a une petite faute au niveau de la date de naissance, il y a ceci, cela. Et ça, c'est les troisièmes dont j'allais parler. C'est des gens qui se renseignent sur Wikipédia, tu vois, ils lisent pas des livres, ces gens-là. Après, les livres de Bourgoin, mais bon, tu peux pas prendre ça au sérieux. Et étant donné qu'ils ne sont pas anglophones pour la plupart, ils se fient uniquement justement à ces youtubeurs pour leur source d'information, ou effectivement Wikipédia France, qui est lui-même Wikipédia France très souvent, parce que je compare parfois quand j'écris mes livres, les informations qu'il y a sur Wikipédia France, et admettons j'écris un truc sur un tueur en série russe, je vais sur le Wikipédia russe, je vois tout de suite la différence, tu vois. Un peu plus, à titre d'expérience, tu iras regarder sur les Wikipédia des tueurs en série japonais qui est référencé comme biographe, et où tu verras. J'en dis pas plus. J'y suis jamais, je n'y serai jamais de toute la vie. Il y a certaines personnes dont on ne citera pas le nom qui sont référencées, mais non, moi je n'y suis pas. Même j'ai regardé là sur Miyazaki après la sortie du livre. Non, il y a toujours Monsieur LS comme référence sur le true crime japonais, mais c'est pas mal, c'est voilà. Wikipédia, j'en ai fait les frais il y a quelques temps, j'ai sorti une petite vidéo Wikipédia, c'est pas fait par des universitaires non plus, c'est des gens qui rajoutent leurs conneries. C'est collaboratif, j'aime bien faire les autres. Oui, voilà. Donc effectivement, tu as cette frange, ça arrive. On va en parler après. Je vois tout le temps à l'expo des espèces du snob, du true crime justement, qui se pensent investis d'une mission qui se croient supérieurs justement à ce public qui vient uniquement par curiosité. Donc, et qui dit après, quand même beaucoup de bêtises. Je ne vais pas dire que c'est tout le monde, mais généralement, effectivement, c'est toujours le même profil. Généralement, ça a des cheveux bleus, généralement, ça a plein de piercings sur la gueule, et généralement... eh bien, tu viens de décrire les 2 jeunes femmes et le jeune homme qui étaient dans le carré VIP où il y a Sagawa et un autre mec là en costume marron et qui étaient en train de commenter. Bon, vous connaissez Viola et toi l'anecdote, mais c'est là où j'ai compris un peu la mécanique intellectuelle de ce public-là, c'est-à-dire qui regarde les vidéos des gentils youtubeurs true crime qui sont très gentils et qui ont quelques informations. Donc c'est là où j'ai entendu cette fameuse phrase à propos de Sagawa. Ah oui, c'est le tueur en série japonais qui a tué sa femme française et qui l'a mangée. Voilà. T'es sûr? Oui. C'est ce niveau auquel on est confronté quelques fois. Ouais, généralement, moi, je me tiens à distance de ces gens-là dans l'expo, et quand ils viennent me voir pour demander un truc ou faire signer un truc,
je le fais, tu vois, je vais pas non plus les snober parce que je veux pas être dans la même dynamique. Oui, mais je préfère, et je le dis franchement, je préfère parler à des gens, soit qui s'y connaissent évidemment, effectivement beaucoup mieux, c'est ça, ou soit des gens qui ne connaissent rien, mais qui me posent des questions sincères, par curiosité, sur mon parcours, sur comment je me sens. Il y avait une petite vieille une fois qui vient me voir à Rome. Voilà, j'ai lu des choses sur vous et je voudrais savoir comment vous vous sentez aujourd'hui et comment vous vous sentez en ce moment. Et tu vois, tu sentais que c'était sincère, hein, c'était vraiment sincère, c'était une vraie demande de bien, pour le coup, bienveillant, tu vois. Parce que ces gens parlent de bienveillance très souvent, etc. Mais là, pour le coup, je sentais le truc bienveillant. Et c'est plutôt pas mal d'ailleurs comme enfin, oui. J'ai passé 15 minutes à discuter avec elle. J'ai pris 15 minutes de mon temps, alors qu'il y a des gens qui attendaient derrière pour acheter ou signer des trucs, mais j'ai pris 15 minutes de mon temps avec elle parce que, voilà, je trouvais l'interaction avec cette personne-là beaucoup plus intéressante que l'interaction que je pourrais avoir avec des gens que je trouve personnellement beaucoup moins intéressants, tu vois. Donc, c'est un public, effectivement, qui est dans la majorité... enfin, de mon point de mon expérience, hein, je dirais que c'est à 50% d'un public généraliste ou d'un public normiste. On va dire 30% d'un public qui a une fascination, mais en même temps une certaine voilà, il s'y intéresse, mais pas trop près. Ouais. Tu as 10% de gens qui sont dans la fascination totale et qui assument totalement cette part d'ombre en eux. Donc, mes plus grands fans. Alors, je rigole, mais voilà, c'est des gens qui, on sait pourquoi ils sont là. Et puis, il y a 10% de grincheux qui sont là pour se plaindre. Ouais, mais j'en ai pas entendu, voilà. Moi, mais c'est vrai que oui, il y en a, dont ceux qui chouinaient, qui grinçaient comme des portes de grange, là, il y a des gens qui étaient venus, donc, j'ai remarqué dans les commentaires des gens qui étaient venus à l'expo et qui apportaient leur grain de sel à la chouinerie générale, qu'ils étaient moins virulents que ceux qui n'étaient pas venus à l'expo, tu vois, c'est toujours un peu la même chose. Les gens qui ne sont pas venus à l'expo, qui sont là, c'est horrible, c'est honteux, etc. Ils étaient plutôt... Alors, le pire, voilà, c'est ça qui est drôle. Je vais revenir sur l'intervention de l'autre, là. C'est qu'il y a un mec dans les... Alors, c'est pas elle, hein, mais elle dit, apparemment, les objets sont faux. Et effectivement, il y a un mec qui dit, j'y étais, tout est faux. Tout est faux. On sent l'expert, tu vois, l'expert en murderabilia. Ah oui, ces trucs, c'est des photocopies de ceci, cela. Alors, ce qui est assez drôle, tu vois, quand tu connais les lettres, quand tu... machin... Il y a toujours, et c'est ça qui est drôle en France, il y aura toujours un mec pour dire ah oui, mais moi je sais. Je sais, oui, mais c'est ça, mais sur tous les sujets, hein, sur tous les sujets, t'inquiète pas. Ouais, sur tous les sujets. Qui veut se rendre intéressant sur un sujet qu'il ne maîtrise pas du tout et qui est dans le déni ou dans la dépréciation, tu vois. Sauf que à ce niveau-là, ça en devient grotesque et ça en devient ridicule. C'est assez drôle. Enfin, c'est quand tu vois la réaction, tu te dis putain, le mec, c'est un carré, je sais pas, tu vois. Et ça existe. Mais c'est effectivement, c'est ces gens-là qui alimentent l'opinion de ceux qui sont pas venus. Ouais. Donc après, moi je m'en fous. Et les organisateurs, surtout l'organisateur, quand tu lui montres ton ami, mais ils sont pas les couilles de ce public-là. C'est-à-dire ces youtubeurs-là, etc. Lui, ce qui l'intéresse et ce qui fait venir, il y en a deux qui vont venir la semaine prochaine, je ne sais pas qui c'est les très gros influenceurs. Parce que ça fait du chiffre. Ouais, bien sûr, mais c'est tout à fait... J'ai déjà eu un qui a fait une vidéo, j'ai pas trouvé ça super intéressant, mais bon, ça, les jeunes, ça a fait plus d'1 million de vues. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ouais, c'est un truc un peu sketch autour de l'expo, ouais, mais c'est un public, tu vois, et je ne veux pas dénigrer ce public-là, et ça fait venir du monde. Effectivement, pour le promoteur qui est derrière l'expo, ce qui m'intéresse, c'est les très gros influenceurs, et pas les influenceurs true crime qui, malgré ce qu'ils disent, ça reste une niche, tu vois, c'est pas... Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont au-dessus, tu vois, donc... Ces gens, effectivement, qui ont critiqué l'expo à travers leur live Twitch, etc., ils pensent peut-être naïvement que leur opinion a un impact. Toi-même, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait un très gros
youtubeur True Crime qui t'a dit, ah bah si je fais de la pub pour l'expo, ça va leur ramener plein de gens. Je sais que si je fais une vidéo sur l'expo, je vais la remplir pour 3 mois, ouais. Texto. Oui, bah, elle est déjà remplie pour 3 mois. C'est ça, c'est pour ça. Et puis elle s'arrête dans 3 mois, donc on n'a pas besoin de son avis. Je veux dire, qu'il vienne ou pas, on s'en fout, tu vois. Bon, apparemment, il est venu, mais après, même si on fait un truc super négatif dans ces médias et dans ces trucs, ça n'aura aucun impact sur. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'il faut pas oublier non plus que le True Crime, le YouTube True Crime, c'est une niche de niche dans la niche dans la niche de la niche, et que le grand public se fout totalement. Je suis quasiment sûr que la grande majorité des gens. Non, mais bien sûr que non. Ouais. Les gens qui sont venus, ils ont vu le papier. C'était sur TF1, c'est ça qu'ils en ont parlé, sur BFM. TF1, tous les médias en ont parlé. Ouais. Donc je pense que les parents qui étaient là, les adultes, les normies, pardon, qui étaient là, ont vu ça sur l'officiel du spectacle. Alors je sais même pas si ça existe encore, mais bon, ou sur TF1 ou ailleurs, et on se sont dit bah tiens, ce week-end on fait l'expo sur où on fait le salon d'agriculture, et dans 2 semaines on fait l'exposition SK. Voilà, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait, à part bien sûr ceux qui disaient qui parlaient de Sagawa et de toi, qui avaient l'air très très renseignés par les vidéos YouTube, mais à part ça, pour le reste, je pense pas. J'ai eu des interactions la première semaine quand j'avais ma petite table et que effectivement je faisais la promotion de 2 de mes livres, hein, pas contrairement à ce que. On va en parler, tiens, entamons les hostilités. On en parlera parce que c'est assez rocambolesque aussi, et ça sera assez intéressant de voir les coulisses du truc, de ce qui s'est vraiment passé. Mais effectivement, quand j'avais cette petite table et que des gens venaient me voir qui me connaissaient et qui voulaient un truc signé, etc., il y avait des interactions. J'ai eu des interactions vraiment très intéressantes avec des gens de plein de milieux différents. Hein. C'est pas uniquement des fanboys ou etc. C'est des gens dans le milieu du tatouage, dans le milieu de ceci. Il y avait une étudiante en criminologie, il y avait une personne âgée, il y avait enfin voilà, plein de gens différents qui s'intéressaient au truc. Et qui m'ont donné leur avis extrêmement positif d'ailleurs sur l'expo, qui me disaient est-ce qu'ils, eux, auraient aimé voir plus. Alors généralement, c'est ça qui est très intéressant, les gens sont déçus par le fait qu'on n'ait pas parlé plus des Français. Ouais, alors, je vais vous donner la raison. Très simple la raison. En fait, c'est moi qui quand on m'a demandé les choses qui marcheraient ou non en France, j'aurais très fortement déconseillé de faire un truc avec les lunettes de Francis So, mais le plus nombreux de Guy Georges, tu vois. Parce que je savais pertinemment que là, on aurait toutes les associations, etc., qui nous mettraient à dos, et c'était de mon point de vue de pas meilleur goût, et ça ne ferait que de remuer la merde, en fait. Donc on est resté sur des panneaux explicatifs. Il y a mon ami et associé, parce qu'on est associé dans la Murderabilia sur certains trucs, Sun, Henri, qui a ramené certaines pièces de sa collection. Bah, dont la couverture, dont la une de journal de l'illustré, c'est le petit journal. Selfie, justement, dans le truc de Mesrine, qui effectivement, on peut débattre du fait, parce que c'est un tueur en série. Techniquement, quand tu lis l'instant de mort, ils se vendent d'une trentaine de meurtres. Ouais. Effectivement, c'est des meurtres dans le milieu de la... Du banditisme. Du Macron, du banditisme, etc. Mais ça reste dans la définition stricte des tueurs en série. Certains meurtres sont des meurtres de vengeance ou hédonistes. Donc il y a pas seulement des meurtres dans le cadre du grand banditisme, il y a aussi des meurtres personnels, entre guillemets. Maintenant, est-ce que Mesrine exagère un petit peu ou pas? Bon, ça il racontait bien les histoires, effectivement, quand tu écoutes ses interviews. Voilà, c'est un personnage. Voilà, il y a un petit coin sur Mesrine, il est anecdotique, c'est quand même la pièce qui est présentée, c'est une lettre de lui, ça intrigue les gens, ils se prennent beaucoup en photo devant. Ouais. Donc c'est un petit plus, un petit aparté, on va dire, dans l'expo, qui intrigue les gens. Mais effectivement, une des choses qu'on m'a demandé le plus, c'est pourquoi il n'y a pas de français, en fait. Et ma réponse est simple, c'est parce que voilà, c'est un choix. C'est un choix. C'est pas parce qu'on n'a pas les trucs. J'ai des trucs d'Émile Louis, j'ai des trucs de voilà. Mais on a décidé de ne pas les mettre en avant, c'est tout simplement, parce que c'est problématique pour
un public aussi fragile que oui, le oui, public oui. français. Et puis c'est se mettre à l'abri aussi des procédures. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a quand même un espace sur Landru. Mais... Il faut savoir aussi, parce qu'on parle aussi, ces gens-là qui s'emportent, ils parlent d'interdiction, de pétition, etc. Oui, j'ai vu qu'il y en avait. Avant, évidemment, c'est une expo à très gros budget, donc il serait un peu débile de penser qu'on n'a pas de recours à des juristes. Le bus, même, Dans chaque pays, on consulte des juristes. On leur demande ce qu'on peut faire ou pas. D'accord? Donc, tout ce qui est dans l'expo, il n'y a absolument rien qui est contraire à la loi. Ça, pour moi, c'est une évidence, hein, mais il y a peut-être des gens qui pensent naïvement que effectivement tel truc c'est la limite de la légalité. Non, il n'y a absolument rien dans cette expo qui est illégal. Et effectivement, on a consulté des juristes avant de prendre le risque financier de monter une expo de cette ampleur en plein cœur de Paris. C'est une évidence, mais bon, les gens... Et pourtant, c'est un truc qui revient, que j'ai entendu plusieurs fois aussi. Je me demande même à quel point cette exposition est légale, etc. Oui, ça revient souvent. Je voudrais qu'on vienne... Les gens sont très peu au courant de leur propre loi. Bon, bah, voilà. Ah oui, même si tout le monde est justiciable, le justiciable doit être au courant de la loi. Hein, bien sûr, nul n'est censé ignorer la loi, bien entendu. Je voudrais qu'on revienne... Mais les gens se font... Ouais, voilà, moi j'ai entendu quand ça les arrange. Est-ce que c'est légal de posséder... Oui, bien entendu. Je voudrais qu'on revienne sur un point. J'ai vu qu'on me le rappelait tout à l'heure dans le clavardage, mais c'était noté sur mon petit prompteur là. Un des points sur lesquels elle nous a fait un... Bon, on va pas être méchant. Sur lesquels elle était colère, c'est le fait que tu sois là, bien entendu. Je sais pas pourquoi elle t'aime pas. C'est drôle. Mais aussi parce que tu vendais ou que tu dédicassais tes bouquins, que tu avais des photos dédicacées aussi, et que donc c'était rédhibitoire et que c'était un véritable scandale. Qu'avez-vous à répondre à ça, s'il vous plaît, Monsieur Clos? Accusé, levez-vous. Ouais. Alors, l'histoire des selfies, ça vient pas de moi, évidemment. Enfin, évidemment, non. Pour certaines personnes peuvent penser que je m'impose, mais non, en fait. Non, c'est pas ton genre en plus pour te connaître, c'est pas trop le... Ouais, voilà. Moi, j'ai passé une partie de ma vie, justement, à fuir le public. Voler sous radar, tu vois. Bon, maintenant, j'en ai un peu plus rien à foutre parce que je vis normalement et bien de ce que je fais. Donc, j'ai plus besoin de me cacher trop. Voilà. Mais effectivement, à Milan, il m'a demandé de signer les catalogues de l'exposition. Ouais. Et donc, le promoteur voulait tabler sur le fait que j'étais présent. Donc, les premiers jours de l'expo, il a fait toute une campagne de pub là-dessus. Donc, venez, vous faire signer des photos dédicacées avec le vampire de Paris, tu vois, et machin. Et effectivement, et le public s'est déplacé plus que d'habitude pour ça, pour cet événement. Moi, ça m'a mis dans une position un peu étrange parce que voilà, je me retrouvais avec comme une espèce de rockstar en train de signer des trucs, un truc que j'avais jamais fait auparavant, de cette ampleur-là, je veux dire. Et j'avais ramené quelques livres, et les gens voulaient acheter les livres, donc on a monté une espèce de librairie que j'ai fournie au fur et à mesure. Et il y avait une réelle demande du public pour ça, et c'est là que j'ai eu des interactions super intéressantes avec les gens. Public italien très ouvert d'esprit, on peut le dire. Donc c'était un peu bizarre, c'était une position bizarre, et dès le départ, je me suis dit, putain, si un jour je fais ça en France, mais je vais me faire démonter. Tu vois. Et je l'avais dit au promoteur, on ne peut pas faire ça en France. Et on a continué, Rome, machin, puis on arrive à Londres. Londres, il y a effectivement beaucoup de gens qui m'ont demandé avant que j'arrive si je venais, quel jour je venais, etc., pour faire signer des trucs, venir, etc. Et ce qui est arrivé arriva, mais le problème c'est que la presse est venue en même temps, le Daily Mirror, enfin tous ces gros groupes de presse, de ce qu'on appelle du tabloïd. Oui, évidemment, ils voient signer des trucs avec des gens qui font la queue. Et là, les questions se posent. Et donc, il y a eu volonté
de ces médias d'en profiter pour faire le buzz. D'accord. Et on m'a demandé des interviews. Et là, j'ai dit, je vais venir, tu vois. J'ai dit au promoteur, ouais, non, c'est vraiment une question que je fasse une interview pour le Sunday Times. Enfin, c'est. Non seulement ils vont pas parler de l'exposition, ils vont parler que de moi, et ça, ils vont faire un truc, waouh, putain, le cannibale est dans nos frontières, tu vois ce que je veux dire, ça va être un truc super débile. Qui, en temps normal, me ferait rire, mais étant donné qu'il y a autant d'argent en jeu dans l'expo, ça me faisait chier d'être dans cette position. Un peu risqué. Voilà, ça dépend un peu de moi, quoi. Le succès de l'expo dépend un peu de. Je me suis rendu compte, en faisant ces trucs-là, que effectivement il y a un buzz, il y a une vente de billets derrière, parce que voilà, les gens vont venir en plus pour ça, parce que c'est de la curiosité, ils veulent voir Elephant Man, tu vois, je suis Elephant Man, ils veulent voir Elephant Man. Et puis après ça se tasse, et puis les pour devient entre guillemets normal, et puis ça passe crème entre guillemets. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Parisien il y a 3 semaines. Donc, alors, expliquer, vite fait le récapitulatif, c'est extrêmement rocambolesque. On fait la journée presse, je suis présent. Il faut savoir, c'est que dans le dispositif, et je suis le seul français, évidemment. Et il y a une personne qui parle très bien français, mais pas trop intervenir caméra. Enfin, répondre aux questions des journalistes, non seulement parce qu'elle maîtrisait pas le sujet, mais c'est surtout parce que, voilà, elle pensait que c'était plus intéressant que j'y réponde. Mais il fallait se trouver un stratagème. Parce que, évidemment, il était hors de question que je me présente en tant que moi, criminel, ex-criminel, participant à l'expo. On savait que c'était, voilà, que ça allait buzzer. Mais pas forcément dans le bon sens. Donc, il me présente comme étant un collectionneur. Je m'appelle Victor. Ah oui, c'est vrai, l'épisode Victor, vas-y. Le fameux Victor, le Parisien a informé. Yes. Et je dis au mec, c'était un mec du Parisien. Alors, ce qu'il faut savoir, donc au fur et à mesure, effectivement, on a développé ce petit coin sur moi. Et moi, ce que je voulais, c'est mettre en avant donc les pièces du dossier. Que les gens rencontrent exactement ce qu'il y avait dans les pièces du dossier. Et surtout ce qu'on dit, les journaux à différentes phases de mon dossier. Différentes périodes du dossier, ouais. Voilà. Et la première chose qu'on voit quand on va dans mon petit coin, là, c'est un article du Parisien. Qui, voilà, le tueur au Minitel, blablabla. Et ça s'appelle, attends, l'article, je sais plus, meurtre au pluriel, homosexuel. Oui, c'est ça, voilà, oui. Je me rappelle plus de l'intitulé du chapeau, comme on dit, du chapeau. Voilà. Et donc, je parle de mon affaire, alors avec des fautes d'orthographe, fautes d'orthographe sur la victime, fautes d'orthographe sur moi. C'est assez drôle, c'est un truc qui a été fait 1 mois après ou 2 mois après mon arrestation. Donc, une journaliste qui était un petit peu dans un état second. Quand la rigueur journalistique du Parisien, c'est légendaire. Bref, voilà. Ce qui était un peu chiant pour moi, après, c'est quelques mois plus tard qu'on m'a envoyé une copie de ce truc, parce qu'évidemment, sur mon dossier, j'avais pas trop accès aux journaux, j'avais accès à rien, je savais pas ce qu'on disait sur moi. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça quelques mois plus tard, et effectivement, dans cet article, il est fortement suggéré que j'étais responsable d'autres affaires similaires le même mois, la même année. Et c'est de là que tout est parti, en fait. Donc, et ce que je leur ai dit de mettre en avant, effectivement, c'est que à partir d'un article mensonger, on invente un mythe. C'est le mythe de ce mec qui serait peut-être potentiellement un tueur en série, etc., etc. Donc, et c'est ce qu'on retrace à travers ton parcours avec des pièces du dossier. Effectivement, il y a des actes, entre guillemets, extraordinaires qui ont été découverts par l'instruction. Évidemment, tout ce qui est profanation de sépulture, ce qu'on a retrouvé dans mon appartement, et effectivement le fait que je travaille dans une morgue et que effectivement je m'y livrais à des activités culinaires éprouvées par la bonne société. D'accord ? Donc tout ça s'est présenté de manière très didactique avec les dossiers, les pièces de dossier tamponnées par le Palais de justice de Paris, enfin très carré. Et il y a ce que je trouvais intéressant, c'était là, ça vient pas de chez moi, c'est quelqu'un qui me connaît bien, qui a retrouvé un article du Parisien de 97 qui
et un compte-rendu du procès. Donc effectivement, là, tu as le déroulé du procès, ce qui s'y est dit, ce que le procureur me reprochait, ce que les experts psychiatres ont dit de moi, et les réactions, etc. là-bas. Donc là, on l'a mis en fin de parcours plus ou moins, pour que les gens puissent avoir un avis impartial, tu vois, sur mon affaire, et comprendre le vrai du faux, etc. Et donc ce journaliste Parisien à qui je me fais passer pour un certain Victor, je vois quelque chose, tu sais, je sens, moi, quand les gens savent ou pas. Et je sentais, dès le départ, j'ai senti qu'il y avait un truc. Et à un moment, donc il me parle, Victor avec un C, avec un K, machin, vous habitez où? Il me posait des questions très personnelles. Et à un moment, il me demande, ah, mais justement, j'ai vu qu'il y avait un article du Parisien dans l'expo. Là, tout de suite, capté. Et c'est bon, le mec, il réagit sur l'article du Parisien. Dans le panneau explicatif, le commissaire d'exposition explique que c'est un article qui est truffé d'erreurs. Donc, à mon avis, il a senti une gêne par rapport à ça. Et évidemment, il sentait surtout le bon papier. Il s'est dit, tiens, en fait, le mec là, je suis en train de parler et qui est collectionneur, ben, il n'est pas seulement collectionneur. Donc, ça a camberché dans sa petite tête. Et le lendemain, je reçois plusieurs messages de l'organisation qui me disent, ce mec du Parisien à qui tu as parlé, là, il veut absolument t'avoir au téléphone pour faire un papier sur le phénomène des collectionneurs, blablabla. Bizarre. Et je lui réponds, non, je sens le piège venir. Et c'est hors de question que j'ai un entretien téléphonique avec lui. J'ai déjà été piégé par Canal+ il y a très longtemps. Une conversation téléphonique que j'ai eue. Bref. Et donc, c'est un souvenir amer. Et je sentais venir le truc. Donc, j'ai fait niette. Le lendemain, pareil, le mec insiste lourdement. Et là, que jeudi arrive, et effectivement, là, je reçois des messages de l'organisation. On a un petit problème. Le Parisien, alors ils disent que c'est pas le journaliste, à mon avis, c'est le même journaliste, mais bon. Un autre journaliste du Parisien nous pose des questions sur ta présence en tant que criminel à l'exposition. Ils ont pris en photo des photos signées. Alors, les photos signées, pour expliquer le contexte, c'était des photos qui dataient de Londres. C'était des gens qui m'avaient demandé s'ils pouvaient ramener des photos signées. J'avais ramené un petit stock de photos signées pour eux. Je les avais mis derrière, au fond, derrière mes livres, au cas où, justement, quelqu'un me demande, soit dans le même truc. C'est pas comme s'ils étaient exposés à la vue. Et d'ailleurs, il y a, à Paris, j'avais bien précisé, ne faites aucune pub sur le fait que je suis présent à l'exposition. Les gens qui me connaissent, qui savent que je suis à l'exposition, il n'y a pas de problème. Je signerai des bouquins, etc. Mais en tant qu'auteur, True Crime, et va au maximum limiter la publicité autour de ma présence. C'est ce dont on avait parlé d'ailleurs. Automatiser, mettre tous ces gens en PLS, tu vois. Ouais. Donc, en même temps, je reçois les mêmes messages. Et là, on leur a préparé une superbe réponse, c'est-à-dire que, voilà, je leur ai dit, on a reçu des plaintes, je me suis retiré du dispositif. En réalité, on n'a pas reçu de plainte. Mais, je me suis dit, dans quelle position je me mets? Une position bancale pour moi, ça ne me rapporte rien en fait, d'être là à signer des trucs pour un public qui va réagir aussi épidermiquement, oui. Ça va foutre la merde. Si j'étais un gros provocateur, tu vois, je serais resté. J'aurais dit, allez, tous vous faire foutre, et je reste là et je remets le bouquin. Tu vois. Je mets les photos. En retrait parce que je sais que, comme je te l'ai dit auparavant, Paris n'est qu'une étape. Paris, pour moi, n'est qu'une étape et elle n'est pas très importante pour moi. Évidemment, il y a toi, tu viens me voir, je te fais montrer l'expo. Des gens que je connais depuis longtemps, ils viennent, je leur fais montrer l'expo. Donc, voilà, j'ai un pote qui était en Thaïlande,
Malheureusement, c'est tombé le jour où il y a eu cette histoire-là, donc j'ai pas pu me rendre à l'expo et ça me fait chier pour lui parce que voilà, je voulais vraiment. Et je devais faire une rencontre abonnée et signature dédicace aussi pendant le week-end, oui, voilà. Si tu te rappelles bien. Voilà, bon, ça nous a, sur le coup, effectivement, ça nous a pénalisé, mais pas tant que ça, parce qu'on s'est retrouvé au Sadic Master après. Non, c'était top. Les mêmes gens qui sont venus. Ah bah, top, et en plus, tu vois la différence d'accueil au Sadic Master, c'est la famille. Mais voilà, officiellement, le Parisien, on leur a présenté cette version, on leur a dit effectivement, on a pensé que c'était une faute de goût, et pour respecter la sensibilité du public français, j'ai décidé, c'est moi qui ai décidé, de me retirer du dispositif, et voilà, top, et de retirer mes livres. Alors il y avait 2 livres, il y avait un livre sur Edguin et un livre sur Stéphane Bourgoin. Oui. Donc ces deux livres-là, effectivement, je les ai enlevés du truc, voilà. Alors ça n'empêche pas qu'il y a toujours du camion, il y a toujours Satsuji, il y a toujours... Il y a toujours d'autres bouquins qui sont là. Hein. Il y a toujours Ebristophilia, il y a toujours la crème du catalogue Camion Noir, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, la répercussion par rapport à moi, ce qui a été drôle, c'est que j'ai vendu beaucoup plus de cartes postales, du coup. Ouais, bah, fais ce raison, hein. Ça marche toujours, ça. Surtout n'achetez pas ça. Oui, c'est un principe qui est bête, mais voilà, les gens voient un truc et ils se disent, putain, il me la faut, quoi, c'est collector. Et du coup, j'ai été submergé de demandes. C'est drôle. Donc, indirectement, ça m'a aidé. Maintenant, voilà, le truc s'est tassé. Je pensais que ça allait être repris beaucoup plus que ça. Ça a été repris par de nouveaux détectives, évidemment, ce qui est drôle. Oh, bah, et à chaque fois, je prends les infos. Alors, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est parce que voilà, les gens commentent la version en ligne qui est tronquée, parce que la version en ligne est tronquée. Il faut payer en fait pour accéder à l'article en entier. L'article en entier est extrêmement intéressant. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que je ne pensais pas qu'ils allaient le faire, mais ils ont contacté le juge Thiel pour lui demander son avis. D'accord. C'est le juge qui a instruit Guy Georges, qui a lui-même sorti un livre assez intéressant sur les tueurs en série d'ailleurs, et qui a instruit mon dossier. Donc ils lui ont demandé, voilà, ce mec il est présenté dans l'expo tueurs en série. Ça c'est clair. Il dit, mais voilà, effectivement, on a l'instruction prouvait qu'effectivement, il avait volé des tombes, ramené des trucs chez lui, la perquisition, on a trouvé ici ça, et effectivement, certains faits extraordinaires ont été confirmés par l'instruction, mais jamais notre instruction n'a mis en évidence le fait qu'ils sont impliqués dans d'autres affaires, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un Parisien, donc justement, qui avait créé cette polémique en 95, le fait qu'il y avait un soupçon, qui se met à prêcher le contraire maintenant, tu vois, parce que voilà, ça sert leur narratif, oui, bien sûr, parce que ça. Et puis surtout, ça évite de se désavouer, parce que quand t'as raconté n'importe quoi 25 ans auparavant, tu peux pas te permettre, quand t'as une carte de presse, de dire excusez-moi, j'ai raconté n'importe quoi, excusez-moi. Effectivement, on a créé un monstre médiatique qui a pris de l'ampleur, une ampleur qui nous a dépassé, et voilà. Et maintenant, il y a une expo qui remet un peu les pendules à l'heure. Ils vont pas admettre leur connerie à la base. Donc ça, voilà. Si je reviens sur ce truc-là, c'est pour que les gens comprennent un peu les coulisses du truc et comment les médias te présentent les choses d'une certaine façon. Ouais, en même temps, voilà, c'est média, quoi. Donc cette personne-là, donc qui a fait le Twitch, on la voit un moment survoler le Parisien, évidemment, c'est quelqu'un qui va jamais vraiment les sources. Elle va pas. Image. Elle va pas aller vraiment voir l'article en entier, tu vois. Donc, elle se fie aux 3 lignes qu'elle a lues. Elle cherche pas à voir plus loin, tu vois. Et c'est dommage parce que ça aurait été intéressant qu'elle commente
les commentaires du juge Till. J'aurais trouvé ça très intéressant. Oui, moi aussi. Mais ça n'a pas été fait. Un oubli, certainement. Oui, ça ne sera pas fait parce que c'est des gens qui sont dans une position... Voilà. Par rapport à leurs followers, ils veulent une certaine image, etc. Et c'est des gens qui n'admettent jamais le fait qu'ils ont tort. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je te dis, ils vont jamais se désavouer. Il y a cette espèce d'impossibilité, pas pour tous, certains le font, pour les journalistes et pour la presse en général, de dire, bon, écoutez, on a raconté n'importe quoi, ça y est, maintenant on a les bonnes infos, on va vous dire exactement ce qui s'est passé, donc là on a raconté... Non, ça n'arrive que très peu. Et tu sais, c'est comme... De toute façon, l'expo continue sans eux. Hein. Ouais, non, mais elle a jamais... Elle a jamais eu besoin d'eux. C'est très bien, mais... alors, attends, on va prendre 2-3 questions, et puis à 22h... J'ai assez parlé. Là. Ouais, non, mais t'as beaucoup parlé, je suis très étonné, tu parles beaucoup. Hein. C'est étonnant. Non, mais c'est pour ça que je t'ai invité, c'est pour que tu parles, pour que tu racontes un peu, pour que tu commentes sur tout ce qui s'est dit. Moi, j'ai été... Après, chacun a son opinion, je comprends. Ils respectent tous les opinions à partir du moment où ils ne sont pas mensongers. Voilà, l'important c'est que ça soit argumenté. Et pour moi, voilà. Pour moi, la base argumentative basée uniquement sur la morale n'est pas suffisante. Le fait de refuser un débat parce que c'est pas dans l'éthique de certaines personnes, dans ce cas-là, il faut pas faire de vidéos de true crime, il faut faire des vidéos sur le jardinage, c'est éthique le jardinage. Bio est responsable, hein, bien entendu, pas mais pesticides, c'est mal. Voilà, on parle de calomnie, là, quand même, bon, elle a retiré sa vidéo, mais c'était quand même des propos diffamatoires. Oui, bien sûr. Voilà, il y a un comité scientifique derrière l'expo est un propos diffamatoire. C'est aberrant, quoi. Non, mais c'est même dangereux. En certaines, j'ai trouvé ça dangereux sur certains aspects parce que on sait comment c'est Internet. Hein. Moi, j'ai sorti une vidéo il y a 3 jours là sur un monsieur qui a tué un autre monsieur. J'en parle beaucoup sur ma chaîne. Mais comme je prenais pas le parti que certains espéraient, j'ai reçu quelques messages privés me souhaitant de me faire picoter comme ça par des gens avec des couteaux et que ma fille se fasse par des gens. C'est Internet, donc on n'est jamais à l'abri de 2-3 crétins, et effectivement je trouvais que te jeter en pâture plus d'autres personnes comme ça, c'était assez irresponsable, surtout que c'était basé sur pas grand-chose pas grand-chose de palpable, pas grand-chose, à part, une fois de plus, un positionnement moral que n'importe quel chaisière peut avoir, ou n'importe quel étudiant en théologie de 3e année qui se sent pousser des ailes, d'ange bien entendu, peut avoir aussi. Donc voilà, là-dessus je trouvais ça très léger, donc c'est pour ça, Viola, tu viendras parler, parce que ça m'intéresse ce que tu as à dire là-dessus. M'intéresse énormément, ce que tu as à dire surtout d'ailleurs m'intéresse énormément, mais en tout cas on refera une vidéo quand tu auras acheté un micro, on refera un live tous les 3 et peut-être même avec d'autres personnes, on verra, parce que c'est des sujets qui sont inépuisables et qui intéressent moi le premier déjà. C'est fascinant, et puis j'aimerais bien qu'on reparle de la morale, qu'on reparle de toutes ces choses-là, parce que je trouve que c'est un argument, c'est un peu comme, tu sais, c'est comme le Reductium ad Hitlerum, là, le point Goldwyn, voilà. Quand tu parles avec quelqu'un de politique, de sujets sociétaux, si jamais tu émets une opinion X ou Y, ça va s'arrêter. Parce que on va dire oui mais tu es un facho, t'es un machin. Là c'est pareil, en général le dialogue s'arrête. Oui mais enfin d'un point de vue moral, comment osez-vous? Et là tu peux pas t'ériger contre la morale puisque c'est une base qui est partagée par le plus grand nombre. Héritage encore, même si les gens veulent pas l'avouer, héritage pesant de nos racines gréco-latines puis judéo-chrétiennes. Et on n'a pas du tout les mêmes réactions. J'en veux pour preuve l'exposition Bodies, qui a fait un carton au Japon et qui a été interdite en France
parce qu'on y présentait des corps découpés en morceaux, des organes, etc., dont certains provenaient de condamnés, d'après ce que j'ai compris, qui était une des raisons pour laquelle elle avait été interdite en Europe. Donc ça me plairait beaucoup de refaire des lives comme ça. C'est pas que ça me plairait, c'est qu'on va en refaire, parce que vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Moi le chef. Donc on va et je voudrais qu'on parle de tous ces aspects-là, et j'aimerais bien aussi un jour, si c'est possible, oui c'est ça Globula, si c'est possible, inviter un contradicteur, parce que c'est toujours agréable de discuter de ces choses-là avec des gens qui sont pas du même avis. C'est vrai que souvent on tombe sur les mêmes conclusions, que ce soit avec toi, que ce soit avec Viola, on est à peu près sur la même... Pas tout à fait, d'ailleurs c'est ça qui est marrant, mais pour les gens on est sur la même longueur d'onde. Bon, mais alors qu'il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait ne pas être d'accord. Mais en tout cas, moi ça m'intéresserait beaucoup, et réfléchissez-y, on voit que 22h approche. Je commence à avoir... faut que j'aille remettre un peu de peinture sur mon portrait dans le grenier là-bas, que Dorian m'a prêté. J'aimerais bien un jour, effectivement, donc réfléchissez-y dans le clavardage, si un jour vous voulez monter sur Discord pour, pas sur nous, hein, sur Discord pour discuter, puis pour apporter une contradiction, au moins peut-être même pas une contradiction, mais au moins un dialogue, parler de tout ça. Ce serait beaucoup plus intéressant de pouvoir parler comme ça, nez à nez, par le biais, le truchement de Discord, que de s'insulter, de s'envoyer des trucs... comme ça. Merci. Oh, merci Globule, merci Viola, comme vous êtes gentils. Il y en a toujours 2 ou 3 qui comprennent ce dont je parle, ça me fait toujours plaisir. Et donc voilà, on se refera ça sans tarder. Moi, je voulais te demander une phrase de conclusion. Là, on va arrêter de parler de la dame et on va parler. Je voulais juste te demander une phrase de. En fait, on l'a évoqué, c'est vrai, mais. Oui, enfin, on va arrêter de parler de ce qui a été dit. Je voulais juste te demander une petite phrase de conclusion, une grande phrase de conclusion sur l'exposition, et me dire ce que toi, en tant que collectionneur, en tant que spécialiste, en tant que personne qui vit dans ce milieu-là depuis longtemps, comment tu la vendrais, toi, l'exposition, si tu devais faire la plaquette, si c'est toi qui devais faire la plaquette? Déjà, ce caractère unique, il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'autres expositions comme ça en France. Ça, c'est une évidence. Il n'y aura pas d'autres expositions de cette ampleur. Il y aura très certainement pas d'autres expositions à caractère, entre guillemets, pédagogique. Si on a une, elle sera beaucoup plus petite, beaucoup moins immersive et beaucoup moins, je pense, on va dire, ouais, c'est partial comme avis, mais elle sera beaucoup moins intéressante, je pense, parce que, justement, et j'insiste sur le fait, c'est une exposition qui a été conçue et écrite par des criminologues, avant tout, avec le concours de personnes qui, effectivement, ont une autre vision, une autre approche du sujet, des collectionneurs et des personnes qui sont dans le milieu de cette espèce de sous-culture serial killer, ce qu'on appelle la serial killer culture. Donc c'est une expo, et ça c'est un mot qui revient très souvent, c'est une expo passionnante, simplement. C'est quelque chose de très différent. Elle ne s'adresse pas uniquement à un public élitiste. C'est peut-être ça qui fait chier ceux qui se croient d'éventuels gatekeepers, c'est que voilà, c'est une expo qui est généraliste, par contre qui est très sérieuse dans sa description du phénomène. C'est un parcours très long, 3 heures environ, si tu veux vraiment t'imprégner de tout le truc. Une exposition à laquelle les gens reviennent aussi, ça je ne l'ai pas dit précédemment, mais c'est un fait, les gens reviennent à cette exposition, ils la voient une première fois, et ils reviennent avec d'autres amis, avec parfois de la famille, etc., parce que ils la conseillent à d'autres et parce qu'ils ont une bonne expérience et ils veulent se retrouver dans cette ambiance-là. Et ils ont conscience aussi que dans 3 mois, ça sera fini.
Ah bah écoute, très bien, Voilà, je pense que c'est bien vendu, c'est beaucoup mieux vendu que ce que j'ai pu en entendre à droite et à gauche. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, vous voyez, j'ai dit c'est qu'il est tard. J'insisterai peut-être aussi sur le côté expérience immersive qu'on retrouve pas forcément, même quand on regarde de très bons youtubeurs true crime. Il y en a peu en France, moi j'en connais un perso. Et en tout cas là il y a une expérience immersive réelle qu'on peut vivre ou ne pas vivre, rien n'est obligatoire, le parcours est fléché, mais on n'est pas obligé de s'immerger dans la réalité virtuelle par exemple. Puis moi j'avais peur de choper la vérole des yeux là si je mettais les casques, mais bon. Moi je le dis, personnellement c'est pas le truc le plus intéressant, le truc virtuel, il s'adresse à un certain public, qui est friand de ce truc là. Moi perso, ça n'a jamais été mon truc ce truc là, le truc plutôt anecdotique, mais c'est vrai que les quiz au milieu sont marrants. Les quiz sont beaucoup plus intéressants. Voilà, les quiz sont sympas. On peut choisir en plus si on veut se lancer un challenge sur les tueurs en série américains, asiatiques, européens et tout. C'est assez sympa. Et on voit qu'on n'y connaît pas grand chose finalement, enfin moi en tout cas. Donc je suis pas si dangereux que ça, n'est-ce pas, mademoiselle? Il est assez pointu le quiz. Il est pointu, il est très très pointu. Et comme j'y connais que dalle en tueurs coréens, chinois, hongkongais, taïwanais, etc. Quand c'était une question sur un tueur japonais, j'avais une petite idée de la réponse. Quand c'était ailleurs, franchement, j'en avais jamais entendu parler. Je pense qu'il fait exprès au niveau des difficultés élevées, justement pour que les gens se rendent compte que les tueurs en série, c'est pas seulement ce qu'on leur sert sur YouTube et sur Netflix, voilà. Il y en a beaucoup plus que ce qui est présenté. Je suis très content. Effectivement, il y a une salle, on en a parlé, et ça revient beaucoup dans ceux qui l'ont visité, l'exposition. Il y a une salle qui est très dispensable à mon goût, mais ça vraiment, c'est une anecdote. C'est la salle sur les représentations des tueurs dans le cinéma et dans la fiction. Oui, je suis d'accord avec toi et je vais la développer justement parce que ça, j'y tiens. Pour le public américain, on est en train de préparer le truc pour un peu public américain qui est beaucoup plus pointu en film d'horreur. Et d'ailleurs, tu as une concordance des fans de films d'horreur et des fans de true crime. Donc effectivement, on va présenter un truc beaucoup plus sérieux avec des objets effectivement en lien avec les films, directement en lien avec les tueurs en série. Effectivement, il y a un grand Freddy, un truc comme ça, je trouve ça un peu naze. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ouais, c'est ça, c'est que moi les seuls trucs qui a à peu près attiré mon attention, c'est le gilet pare-balles qui vient du film Dragon Rouge. Voilà, mais soit il aurait fallu pas faire de salle, soit il aurait fallu faire une énorme salle ou une partie de l'exposition. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça? Alors oui, pour le public américain, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que ça va faire, à mon avis, partie. On va développer ça beaucoup plus. Grande salle, avec plein d'objets, des objets signés, des objets qui ont servi dans les films, parce qu'on a accès à ça aux États-Unis. Donc ça sera beaucoup plus intéressant. Ah oui, non, mais voilà, c'était juste le petit machin, mais après, voilà, j'ai remarqué que les gens étaient vraiment plongés dans l'exposition et puis ressentaient le nombre de gens qui s'arrêtaient faire des selfies devant les objets originaux. Justement, tu vois, Viola parle des Gacy. Le clown, la peinture qui est dans l'angle là-bas sur la gauche. C'était la queue parce que les gens voulaient se faire prendre en photo, soit en selfie, et avec les mannequins, devant le mannequin de Gacy, devant le mannequin de Ramirez. Le mannequin de Ramirez, t'as l'impression que c'était une statue de Michael Jackson. Pour la petite anecdote, je vais la livrer, tu la connais, mais bon, quand on a récupéré le mannequin Ramirez à Londres, j'ai retrouvé une boucle d'oreille dans ses cheveux. Donc apparemment une admiratrice qui s'est frottée d'un peu